le titre Agir après une catastrophe, mobilisation citoyenne et aménagement du territoire. J'ai proposé ce thème-là parce on fait une recherche actuellement, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le Vieux-Gatineau, et les gens nous disent, ben nous, on se sent abandonnés, on sent qu'il ne s'est rien passé après que quand l'eau est partie, les gens nous abandonnent alors que nous, on sent encore des conséquences de ça. Et quand on vérifie dans la littérature, on se rend compte qu'effectivement, il y a moins de recherches qui sont faites sur l'épisode post-catastrophe. Mais on se dit aussi, le thème aussi, c'est pour s'inspirer de dire, puis des intervenants ont commencé à l'évoquer un peu plus tôt, il ne faut pas juste aider les citoyens et citoyennes qui ont été inondés à se rétablir, il faut commencer à réfléchir à comment on habite notre territoire. Mais il ne faut pas le faire tout seul. Puis j'aimais beaucoup les commentaires de ce matin, dans le sens qu'on doit éduquer les citoyens. Moi, je pense que les citoyens peuvent contribuer avec d'autres à s'éduquer sur ces changements-là. Donc, c'est un peu ce qu'on va traiter avec cette table ici. On va fonctionner un peu différemment que pour la table précédente, c'est-à-dire qu'on va avoir une conférence de 20 minutes comme tout à l'heure avec Mme Van Ness. Je vous la présente dans un instant. Ensuite, j'ai invité les 3 personnes que je vous présenterai tantôt à nous dire c'est quoi pour eux l'élément important sur le thème à partir de leur expérience, leur expertise, leurs préoccupations. Donc, c'est quoi le message qu'ils voudraient nous transmettre par rapport au thème? On va leur permettre d'échanger un peu entre eux pour ensuite prendre vos questions. Et les gens en ligne, c'est un peu tannant parce qu'on ne vous voit pas là, quand on est ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, on ira de votre côté pour commencer les questions. Alors, ça vous va comme ça? On continue. Alors, la présentation qui va être proposée par Mme Van Ness, Sophie, va durer une vingtaine de minutes sur le thème participation citoyenne et puis diluvienne, des attentes et des expériences montréalaises différenciées. Alors, Mme Van Ness est professeure en études urbaines à l'INRS et titulaire de la chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine. Ses recherches portent sur l'action collective et municipale, les initiatives citoyennes et les mobilisations sociales pour transformer la ville et ses infrastructures dans une perspective d'adaptation au changement climatique et justement de réduction des inégalités. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation, Nathalie. Merci tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être au colloque avec vous. Puis j'ai déjà beaucoup appris. Je suis dans la dernière table ronde, donc ravie d'être ici. Alors aujourd'hui, je pense que je parle en fait, je change un peu le ton parce que puis il y avait une question. Je pense que je vais répondre. On va continuer la conversation, disons. En parlant d'inondations, de refoulement et de ruissellement. Donc, moi, je ne travaille pas sur les inondations de débordement de cours d'eau et en fait, ma spécialité n'est pas non plus sur les inondations générales, mais c'est quelque chose que j'ai été amenée à travailler avec nos partenaires. Surtout à Montréal. Donc, évidemment, ça touche plein de territoires au Québec, mais ma présentation va être sur le cas que je connais mieux. Donc, je tire profit de recherches que j'ai fait avec des partenaires, notamment au Labo Climat Montréal. Donc, on a travaillé avec la Ville de Montréal, différents services, avec des acteurs communautaires locaux et aussi avec l'Alliance des ruelles bleues-vertes. Donc, c'est un peu, je vous rassemble tous ensemble pour une présentation aujourd'hui. Et j'ai hâte à la conversation avec mes collègues par la suite. Alors, je vous disais, pour moi, en fait, les inondations par ruissellement et par refoulement d'égouts, en fait, c'est un autre rapport à la ville, au risque, au partage de responsabilités que les inondations dont on parle un petit peu plus de débordement de cours d'eau. C'est des personnes, bon, les gens, les communautés les territoires, les gens qui habitent en cuvette, finalement, à Montréal, ont souvent été inondés 4 fois dans les dernières années. Il y en a plus. Et donc, mais ça implique quand même d'autres sortes de conversations en lien avec ces grands réseaux d'infrastructures. Donc, des infrastructures souterraines qu'on prenait pour acquis, évidemment, qui débordent.
C'est sûr que moi, venant comme d'études urbaines et toute cette littérature-là de l'histoire urbaine, on sait que les villes se sont bâties sur leur grand réseau d'infrastructures. C'est comme à la base un peu des municipalités. Puis les villes se sont bâties sur l'idée qu'on peut avoir un grand réseau qui va pas lâcher, qui va nous assurer dans toutes les circonstances la quiétude d'esprit puis les services, finalement, va répondre aux besoins. Mais bon, on sait que c'est plus le cas, puis c'est pas le cas depuis déjà un petit moment. Bon, la question d'entretien d'un réseau qui est difficile à entretenir puis à faire grossir au rythme du développement et des quantités d'eau qui augmentent avec les changements climatiques. Puis l'eau se déplace, on parlait d'écoulement, se déplace de manière indisciplinée vers les cuvettes ou refoule dans les logements. Donc, l'accumulation des eaux de pluie devient de plus en plus visible, touche beaucoup de gens. Et la question, c'est est-ce que c'est seulement envahissant ou angoissant ou est-ce que c'est aussi attrayant? Parce qu'il y a aussi des promoteurs immobiliers des villes qui le voient comme quelque chose d'attrayant en milieu urbain. Euh, oui, je réussis. Alors, rapidement, bon, je disais qu'il y a une impossibilité de répondre aux attentes qui avaient été créées par ces modes infrastructurels du passé. Donc, on ne peut plus continuer comme avant. Évidemment, mais en même temps, il faut tenir compte que ces infrastructures-là sont dans des milieux de vie. Donc, ce n'est pas seulement des composantes techniques, matérielles, de grosseur de tuyaux, mais ça fait partie, en fait, c'est lié au logement. Il y a une configuration avec le milieu de vie qu'il faut absolument tenir en compte. Et c'est aussi dans la relation que les gens ont avec les gouvernements et avec l'État. Donc, c'est lié à la confiance que les gens ont au gouvernement de pouvoir les soutenir et c'est aussi lié au pouvoir d'agir dans son environnement, dans son milieu de vie. Donc, il y a des choses vraiment très profondes, en plus, évidemment, des enjeux socio-économiques liés au fait d'être inondé. Dans le champ des changements climatiques, quand on parle de participation, les recherches depuis 10 ans montrent qu'il y a de plus en plus là, c'est des termes un peu, on pourrait utiliser un terme ou un autre, mais dans la littérature, en études urbaines et en gouvernance climatique, on parle d'expérimentation de gouvernance climatique. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens de différents secteurs, des différents types d'acteurs qui se regroupent de plus en plus pour surmonter des verrouillages, des blocages institutionnels, matériels. Donc, plus d'intersectionnalité, il y a plus de forums un peu hybrides qui se mettent en place pour dépasser nos blocages. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on a moins d'inégalités de participation. Parce que, en fait, dans le champ de l'adaptation, c'est un champ où, en général, il y a moins de participation grand public et où les populations les plus marginalisées sont moins entendues. Donc, en amont, mais aussi dans l'expérience des événements météorologiques extrêmes. Et ça, évidemment, bien, la recherche suggère que c'est lié à des impacts en termes d'inéquité de distribution, là, donc des inéquités dans la distribution des coûts et des bénéfices de nos mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est quelles expériences et attentes sont révélées dans les différentes formes d'engagement et de participation citoyenne pour l'adaptation aux pluies abondantes à Montréal? Et je vais vous parler de ça, en fait, en me fondant sur différents terrains de recherche. Donc, on en a un qui est plus du style de ce que je vous disais, les expérimentations de concertation. Donc, je sais que c'est écrit en très petit, là. Désolée si vous ne pouvez pas voir, il y a trop d'informations. Mais en gros, on a la recherche que je disais avec des partenaires sur l'écoquartier La Chaîne-Est à Montréal, où on était vraiment dans essayer de défaire des nœuds avancés. Ça veut dire quoi l'adaptation? Puis il y avait beaucoup de personnes là qui voulaient travailler sur la résilience aux pluies abondantes, à l'augmentation des pluies. Euh, on a aussi une recherche avec l'Alliance des ruelles bleues-vertes où on s'est penché sur l'engagement citoyen dans les ruelles. On a aussi regardé la consultation sur l'avenir de l'eau à Montréal. Et puis récemment, on est allé voir les mobilisations suite aux pluies diluviennes, donc sur les réseaux sociaux, dans les conseils d'arrondissement. Ça, je vous dirais que c'est encore en cours et plus exploratoire où on est rendu. Et on démarre, en fait, j'ai oublié de le présenter au début, un labo équité climat qui est cofinancé par Ouranos. C'est un projet de 3 ans à l'échelle du Québec où on se penche vraiment sur l'équité dans les mesures d'adaptation au changement climatique et essayer de développer des meilleurs réflexes pour éviter que les mesures qu'on met de l'avant exacerbent les inégalités. Alors, dans le contexte de ma présentation aujourd'hui, cette petite portion-là, ça touche sur les locataires, en fait, parce qu'on parle peu de... Tu sais, quand on pense à inondation, on pense aux propriétaires qui doivent défrayer les coûts, mais évidemment que les locataires, dans certains cas, sont dans une situation encore plus vulnérable vu qu'ils ont moins de levier direct et que les droits des locataires ne sont pas très bien protégés au Québec.
Alors, je reviens sur cette limite des infrastructures qui était quand même connue à l'interne, hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les partenaires, on parlait toujours de grosses pluies, de tuyaux, c'était comme le sujet principal, tellement que j'étais comme: «On peut-tu parler de chaleur ou d'autres choses?» Mais, donc c'était connu, c'est documenté, mais évidemment les solutions là, c'est des coûts énormes et aussi il y a des verrouillages institutionnels et matériels de faire le changement de paradigme que je vais vous présenter, dans un instant. Et il y a des plaintes aussi constantes, c'est-à-dire que il y a l'augmentation des plaintes et des inondations est aussi, évidemment comptabilisée par la Ville. Donc pour dépasser les verrouillages, changer d'approche finalement dans la gestion de ces grosses pluies-là, puis l'augmentation des pluies en général, bon, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent connaître ce changement de paradigme des infrastructures grises vers des infrastructures vertes. Donc, justement, on peut pas se fier juste aux tuyaux, on passe à des bassins, des parcs résilients, des rues éponges, des nous, etc. Ce qui nous a intéressés là-dedans, c'est qu'on sort du domaine des ingénieurs et donc, il y a une réorganisation majeure des services. Et qui s'est passé à Montréal, une réorganisation majeure des services, des partages d'expertise pour transcender les silos. C'est un gros travail parce que c'est une autre façon de fonctionner, de gérer les eaux. Et là, il faut d'autres personnes autour de la table. Et ça veut dire aussi qu'on parlait d'écoulement, de carte d'écoulement, là. Vous voyez au centre, ça, c'est une carte qui est dans le programme particulier d'urbanisme de la CHNES, de l'écoquartier. Et là, c'est cartographie où devraient s'écouler les eaux, comment on le planifie, celle du milieu. Est-ce que je vais être capable de me servir du pointeur? Oui, celle du milieu, en tout cas. Donc, la topographie, prendre ça en compte, c'est vraiment pas il n'y avait pas ça dans les plans d'urbanisme. Et donc là, maintenant, c'est devenu, c'est pas du tout acquis encore, mais ça devient dans les pratiques. C'est un travail immense aussi de changer les pratiques, prendre en compte la topographie. Et je vous ai mis une ancienne image qui date de 1820 à Montréal, comme quoi on travaillait aussi ça au début du 19e siècle, mais là, après, on s'était fié sur nos réseaux d'égouts et là, c'est le retour à planifier la surface. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un travail immense, un travail aussi de changer la gouvernance de l'eau, passer de l'eau individuelle à des lots mutualisés. C'est des changements réglementaires à Montréal qui se sont faits et la société civile y a participé de toutes sortes de manières. Nous, on était là. Ça, c'est une image par exemple, des parcs résilients qui ont été montrés à la société civile. Ils participent activement dans des projets de verdissement, des projets de déminéralisation. Il y a même des démarches qui ont été faites pour éviter la gentrification verte associée à tout ça. Donc, la société participe, mais pendant que cette réorganisation municipale se fait, qui prend plusieurs années, là, moi, quand on a commencé, c'était en 2019, ça fait 5 ans, puis c'était déjà amorcé, évidemment. Ben, pendant ce temps-là, les grosses pluies se déchaînent et le cadre bâti n'a pas eu le temps de se transformer tant que ça, et même les cadres réglementaires, pas totalement non plus. Alors, comment ont vécu ça, comment ont vécu tout ça les Montréalais, Montréalaises qui sont plus affectés? Et c'est ça qui va m'intéresser pour le reste de la présentation. Là, vous voyez une carte des cuvettes. On parlait de cartes ce matin. Moi, ce qui nous a intéressé, c'est les sorties de ces cartes de cuvettes à Montréal. Et donc, en bleu, vous voyez les cartes qui... Oh, oups, je voulais vous montrer, désolée. Les personnes qui habitent bon, dans les secteurs qui sont en cuvette, évidemment, se font inonder. Vous savez déjà qu'ils étaient dans une cuvette. Donc, qu'est-ce que nous disent ces Montréalaises-là? Donc, premier terrain, bon, dans les ruelles, vous savez, certains d'entre vous qui ont un grand programme de ruelles vertes à Montréal. Bon, il y a entre 500 et 700 ruelles, selon à qui on parle, ruelles vertes. Et il y en a qui ont encouragé, c'est décentralisé, qui ont encouragé des mesures drainantes, d'aménagement drainant. Il y a des projets spectaculaires qui ont eu lieu, mais bon, je vais vous parler des défis que ça implique rapidement dans un instant. Et en plus, il y a un projet très, très ambitieux qui a été mis en place par l'Alliance des ruelles bleues vertes de déconnecter les drains de toit à Montréal puis amener l'eau vers les ruelles. Donc, vous voyez ici, là, normalement, ça rentre puis ça va direct dans le roseau d'aigu. Ça, c'est le normal. Puis l'idée, c'est de déconnecter, que ça va dans ta cour puis ça va dans la ruelle, puis là, c'est géré en commun. Alors, ce projet-là a eu lieu à un endroit au bâtiment 7, là, parce qu'il y a toute une organisation sociale autour de ça, mais dans une ruelle typique, ça n'a pas débouché. Et en fait, ce qu'on a vu en rencontrant des résidents, résidentes, c'est que, en général, autant dans les ruelles vertes plus typiques que dans les projets plus ambitieux, le soutien n'est pas au rendez-vous. On priorise le lancement de nouvelles ruelles vertes sur l'entretien, sur le suivi, sur l'accompagnement. Les gens qui sont impliqués depuis des années se sentent abandonnés, ceux qui ont été impliqués dans des constructions de solutions comme ce pavé drainant-là.
Il n'y a pas d'entretien des drains de ruelles. Donc, les citoyens à Montréal, ça arrive très souvent que c'est nous-mêmes qui devons aller déboucher les drains de notre ruelle ou notre rue, encore plus dans les ruelles. Il n'y a pas de suivi des conditions de ruelles. Tu sais, nous, c'est les fonctionnaires nous confirmaient ça. Il n'y a pas de base de données. Vraiment, c'est un peu un trou régulatoire, autant les ruelles que les drains. Il n'y a pas de réponse aux appels 3-1 dans le cas de ruelle. Donc, en fait, la ruelle est un peu un espace vraiment difficile d'un point de vue d'accumulation des eaux. Même si c'est un espace représenté comme un espace de rêve un peu et de solution. Évidemment, nous, on a fait une enquête dans un arrondissement précis, puis je pense que dans d'autres arrondissements, ça va un peu mieux. Mais quand même, quand on rencontrait les programmes écoquartiers, c'est clair que c'est un enjeu très difficile. Deuxième terrain, des groupes de résidents qui sont inondés de manière récurrente. Donc, on est voir, par exemple, un groupe Facebook qui s'est formé 145 membres. Il y a des gens, évidemment, vous savez, qui s'engagent dans des recours collectifs. Il y a des gens qui vont au conseil municipal, au conseil d'arrondissement, qui vont dans les médias. Ici, je vous parle rapidement de qu'est-ce qui sort dans les groupes, dans le groupe Facebook, par exemple. Donc, les gens cherchent de l'information, ils partagent des trucs d'étanchéité, de reconstruction de sous-sol. Se sentent abandonnés. Vous avez des citations ici. La Ville de Montréal affirme qu'elle ne laisse personne derrière, mais au contraire, c'est un profond sentiment d'abandon. Ensuite, en bas, vous voyez, il y a des gens qui paient les frais des infrastructures sous-dimensionnées pour tout le monde. Si oui, que fait-on pour ces personnes? Elles ne méritent pas d'être protégées collectivement. Donc, sont aussi troublés par ce qu'ils ressentent comme un manque d'empathie. Il l'associe aussi, tu sais, quand je parlais au début que les infrastructures sont dans les milieux de vie, bien là, ça, c'est un cas extrême, mais qui est évidemment représenté dans les mouvements sociaux, qui a beaucoup circulé, un drain qui est complètement bloqué. Puis ça a été très commenté, comme quoi, bon, ben c'est ça, pendant que le sol déborde, les bouches de drainage des eaux de pluie ressemblent à ceci. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour ça que que les citadins sont inondés, d'accord? Mais je suis en train de vous dire que le ressenti, c'est on a des trucs de base qui sont pas entretenus, tu sais. Fait que ça à prendre en compte dans le ressenti citoyen puis la confiance avec l'administration locale. Aussi, les résidents-résidentes vont faire des liens avec les tensions plus larges dans la ville. Évidemment, si on arrête de faire des logements dans les sous-sols, ben là, il y a des inquiétudes avec la crise du logement. Il y a des réductions des espaces de stationnement. Quand on parle de faire des noues drainantes, ben, c'est un super beau projet par ailleurs dans Hochelaga. Ben, on réduit les places de stationnement. Puis je ne dis pas que tous les citoyens sont contre. Au contraire, en fait, je vais vous en parler dans un instant. Mais il y a des liens, c'est très, ça peut être très tendu à cause de ces enjeux-là qui sont connexes, mais qui font partie des milieux de vie. Donc, dans la consultation sur l'avenir de l'eau de Montréal, les gens qui sont venus, en général, en fait, tous les groupes associatifs étaient favorables à un développement massif des infrastructures vertes, au contrôle de la pollution, à l'accès aux berges. Mais ils n'abordaient pas l'enjeu d'inondation comme un enjeu humain, d'inégalité, de vulnérabilité différenciée. Il y a seulement un mémoire sur 42 qui viennent de personnes inondées, ce qui est quand même surprenant. Et là, on peut se poser la question de l'accessibilité de cet espace-là de participation, mais ça tranchait avec les autres espaces que nous, on a regardés dans les ruelles, dans les conseils d'arrondissement, par exemple. Dans le document de préparation, la Ville présente tout l'enjeu de l'investissement incroyable qu'il faut mettre dans les réseaux d'eau comme un enjeu d'équité intergénérationnelle, mais ne le traite pas comme un enjeu d'équité actuelle sur le territoire. Pourtant, les gens sur le territoire, ils trouvent que c'est un enjeu d'équité actuelle. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Sur quoi insistent les personnes mobilisées et affectées directement par les inondations? Ils insistent sur le vécu de l'inondation, l'angoisse, la répétition. Hein, je ne vais pas sortir dans mon chalet parce que j'ai peur. Ça, je pense que c'est des choses que vous entendez dans les inondations en général, évidemment. Le vécu du manque d'empathie, du manque d'information, du manque de reconnaissance des inéquités selon ta situation, selon où tu habites, et le vécu aussi du manque d'entretien, j'en ai parlé tantôt. Rapidement, on a aussi rencontré des comités logement, parfait, 5 minutes, qui, en fait, sont moins entendus, tu sais, se rendent, en fait, souvent pas jusqu'à passer à la facture, ou, tu sais, parce qu'il y a eu quand même des émissions, ça, c'est les propriétaires, mais les locataires sont moins entendus, ils vont subir le manque d'entretien des logements, ce qu'on a eu des comités logements aussi qui vont subir plus longtemps des situations d'insalubrité, les plus marginalisés vont avoir peur de parler à cause de la crainte de hausse de loyer qui vient avec des rénovations, la perte du logement, etc., les impacts de la relocalisation. Donc, il y a vraiment un enjeu dans les personnes touchées qui sont dans les zones de cuvette, des inégalités dans ces groupes-là aussi. Donc, j'ai presque terminé. De un, c'est pour marquer qu'il y a vraiment une différence. Tu sais, le titre de ma présentation, c'est les expériences différenciées parce que
On a dans les exercices de planification concertée ou la consultation sur l'avenir de l'eau, où là, il y a peu de personnes inondées qui participent. On a des représentations extrêmement positives de l'innovation, de la participation pour une ville éponge verte. Mais dans les espaces d'engagement plus quotidiens ou de mobilisation de plaintes, où on parle plus du vécu de son milieu de vie, ben là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une représentation des solutions comme étant déconnectées des expériences du milieu, verdissement, mais abandon des personnes inondées. En arrière-plan, évidemment, ben, on le sait que oui, il y a des enjeux quand même d'entretien de base. Je vous parlais qu'il y a un processus incroyable de réorganisation de l'action municipale qui ont pris très en sérieux à Montréal cette question-là, mais ce n'est pas visible de l'extérieur nécessairement. Il y a aussi, évidemment, vous le savez, une mobilisation du municipal pour aller demander l'indemnisation des sinistrés des inondations de ruissellement au provincial, qui n'est pas gagné. Ailleurs, on sait qu'au Canada, on voit qu'ailleurs, en fait, il y a aussi des mobilisations pour demander aux grands pollueurs de payer, de participer au financement de l'adaptation. Donc, en arrière-plan, il y a aussi une vulnérabilité urbaine qui est jusqu'à récemment était quand même pas très diffusée, assez technique, pas tant vulgarisée. Et il y a des inégalités qui ne sont pas explicitées. Du point de vue des citoyens, évidemment, des émotions fortes quand l'espace de vie est touché, quand les milieux de vie sont touchés. Et il y a aussi des actes de solidarité, des mises en relation avec l'urgence climatique. Je n'ai pas le temps d'en parler, ce n'était pas le cœur de ma présentation, mais il y a ça aussi, des mobilisations parallèles pour protéger des espaces verts dans les secteurs où justement il y a beaucoup de cuvettes et d'inondations. Donc, quoi retenir? Je termine là-dessus. Il y a un sentiment de manque d'écoute, des personnes inondées qui sont par ruissellement de manière chronique. Il y a des inégalités face aux inondations de ruissellement qui sont peu ou pas discutées dans les espaces de participation citoyenne. Et bon, la question, c'est comment mieux aborder les inégalités. Bon, en général, je pense face aux inondations, mais là, je vous parle aujourd'hui des inondations de ruissellement, puis aussi comme on entend plus ou moins les expériences de personnes plus affectées et marginalisées. Voilà, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Une présentation riche en contenu. C'est peut-être pour ça que tu parlais aussi rapidement, Sophie. Pas trop vite, mais pour pouvoir nous transmettre beaucoup de contenu. Alors, je pense que c'est intéressant la manière dont on fait justement le parallèle. Il y a comme un écho là, par rapport à la présentation de ce matin sur où sont les citoyens dans tout ça. Alors, on continue la discussion avec les 3 prochains invités que je vous présente à l'instant. Alors, tout de suite à côté de Mme Van Nest, il y a mon collègue Mario Gauthier, qui est professeur ici à l'Université du Québec, en Outaouais. Mario est géographe et urbaniste de formation. Il est chercheur régulier au sein du réseau de recherche Ville-Région-Monde et du Centre de recherche sur le développement territorial. Ses travaux de recherche et publications portent sur la planification urbaine et métropolitaine, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, l'évaluation environnementale et le développement durable des territoires. Merci d'être avec nous, Mario. Juste à côté de Mario, vous reconnaissez peut-être M. Maxime Penneau-Jobin. M. Penneau-Jobin a été le maire de Gatineau de 2013, de 2013 à 2021. Il est maintenant auteur, conférencier, collaborateur à la presse ainsi qu'à RDI. En tant que maire, il a fait face à un nombre impressionnant de crises d'origine climatique. Inondation 2017, tornade 2018, inondation 2019 et 3 des 5 pires pluies diluviennes des 100 dernières années à Gatineau. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses à nous dire aujourd'hui. Et finalement, Madame Emmanuelle Bouchard-Bastien, qui est professeure associée au département d'anthropologie de l'Université Laval depuis 2024. Ses principaux dossiers portent sur les dimensions sociales des changements environnementaux dans le cadre de projets de développement et de catastrophes. Pour vous situer un petit peu dans le temps, cette table ronde va se dérouler jusqu'à 12h15, à la suite de quoi on pourra aller dîner. Alors, la façon de procéder maintenant, c'est que chaque panéliste va nous faire une présentation de quelques minutes d'un sujet qui l'intéresse. On va inviter les gens en avant à discuter et ensuite, on prendra vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter là, pour vous en souvenir le temps venu. Alors, ceci dit, je laisse la parole à Mario.
Merci. Très heureux d'être ici et très heureux de vous recevoir aussi chez nous à l'Université du Québec en Outaouais. Moi, j'avais envie de prendre mon 5 minutes de propos d'introduction pour vous parler d'acceptabilité sociale qui sont liées à l'adaptation au changement climatique dans le contexte des inondations. Et puis, je vais puiser un peu à mon expérience là, dans le cas de la gestion des quartiers vulnérables à Gatineau. Je ferai ça peut-être en 3 temps, même si j'ai juste 5 minutes. D'abord, en termes de contexte et de problématique, j'aimerais qu'on explore ensemble le chemin parcouru depuis 2017, qui était un peu le point de départ pour plusieurs personnes intervenant dans le dossier des inondations. Ensuite, je vous parlerai justement de mon expérience autour de l'aménagement des quartiers résilients là, et des enjeux d'acceptabilité sociale, des solutions qui sont proposées ou qui sont en voie d'élaboration. Et puis enfin, je reviendrai un peu sur les notions générales d'acceptabilité sociale et comment l'aménagement du territoire et la participation publique sous certaines conditions peuvent contribuer à générer des solutions qui sont plus socialement acceptables. Euh, pour une autre présentation, j'ai un support visuel, mais j'ai sous les yeux un texte qui était paru en 2017 suite aux inondations printanières de 2017, où on voyait évidemment des images un peu catastrophiques de quartiers inondés, mais où on voyait également euh, un terrain situé en zone inondable, pas très loin d'ici d'ailleurs, là, un terrain dans lequel on voyait notamment, le terrain était encore inondé, c'est un terrain dans la zone 20-100 ans, pour utiliser l'ancien vocabulaire, mais où on voyait une affiche que le terrain était à vendre. Euh, euh, et la question qui avait été posée, c'est est-ce qu'on a pris jusqu'à maintenant suffisamment la menace au sérieux, la menace du risque climatique au sérieux? Et donc, je dirais que depuis 2017, cette grande réflexion-là, elle est bien amorcée. Euh, on avait constaté d'abord que les zones inondables étaient occupées, hein. Donc, on occupait les zones inondables. Euh, il y a eu un constat qui s'est établi assez rapidement que le vieux cadre réglementaire qui s'appelait la politique de protection des rives, du littoral et des zones inondables était désuet et qu'il fallait, en constatant qu'on occupait les zones inondables et en constatant que notre cadre réglementaire était désuet, qu'il fallait intervenir. Donc, moi, je dirais que 2017 marque peut-être l'idée de prendre au sérieux euh, la gestion des zones inondables. Auparavant, en tout cas, on a souvent parlé de négligence ou de désuétude de ce cadre réglementaire. Donc, est survenu les événements tout de suite après 2017, les inondations de 2019, coup sur coup. Ce qui interpellait aussi beaucoup cette idée que quand on était dans une zone inondable de 0 à 20 ans, si on avait été inondé une fois, on était bon pour les 20 prochaines années. Je pense que 2019 a marqué le coup pour encore mettre de l'avant un peu le caractère désuet de notre façon de gérer ces zones inondables. Alors moi, j'ai participé par la suite, dans le contexte des inondations de 2017 et 2019, à la création notamment du risque, la première génération du risque, mais aussi euh, à des travaux du groupe d'action ministériel en matière d'aménagement du territoire qui a été créé en 2019 et dans lequel on a créé 2 comités pour accompagner le gouvernement dans l'élaboration du plan de protection là, du PPTFI. Oui. Donc, ce cadre-là, si on se rappelle, il y a 4 grandes interventions. On en a parlé ce matin, cartographier. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a l'idée de régir et d'encadrer, de planifier et d'intervenir et de connaître et de communiquer. Alors, moi, j'ai participé surtout aux travaux menant à régir et à planifier. C'est peut-être de ça dont j'aimerais parler avec vous en prenant l'exemple. Il faut que j'aille plus vite. Alors, je vais prendre l'exemple euh, du,
des aménagements résilients là, et de ce qui s'est passé à la ville de Gatineau. Alors, grosso modo, la ville de Gatineau, après 2019, a mis en place, sous l'initiative du maire de l'époque, Maxime Pedneau-Jobin, un groupe de réflexion et a conduit un certain nombre de consultations sur la question des inondations. Et puis, comme on sait, la ville de Gatineau a été mandataire pour préparer une cartographie pour tout l'ensemble de l'Outaouais. Et c'est beaucoup impliqué aussi dans les travaux d'élaboration du cadre réglementaire. Immédiatement après 2019, on avait subi les inondations coup sur coup. La Ville a tenu une consultation publique dans les quartiers vulnérables les plus affectés et pour aller prendre le pouls un peu de la population. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail, mais les populations sont venues s'exprimer, sont venues dire ce qu'ils avaient vu des inondations de 2017 et 2019. Une des grandes questions qui a été soulevée, c'est la question de la gestion des barrages par Hydro-Québec, parce que la population craignait, ou en tout cas pensait que c'était une des raisons les plus importantes pour expliquer les inondations. Mais dans ces consultations-là, qui ont été faites avec des cartes que je n'aurai pas le temps de vous présenter, mais qui étaient des cartes de 2019, des inondations, bien, les gens constataient ce dont on a parlé ce matin, que les territoires de 2019 couvraient une zone beaucoup plus vaste que ce qui avait été identifié précédemment comme zone inondable. Mario, est-ce Ouais, que tu permets qu'on passe la parole à ton voisin? Je pense que ça va être complémentaire dans la suite des choses. d'accord, Désolée, je dois je gérer le reviendrai. temps. Monsieur Penneau-Jobin. Merci. En fait, c'est vraiment difficile, ça, parce qu'il y a trop de choses à dire pour chaque personne qui a travaillé là-dedans. Il y a tellement de facteurs qu'on pourrait parler chacun individuellement longtemps. Je vais démarrer mon chronomètre. D'abord, je veux partager mon enthousiasme. Là. Ce que j'entendais ce matin, là, où les connaissances qui évoluent à vitesse grand V, la science qui se rapproche des villes. Moi, je vois les comités scientifiques que les grandes villes font, là, c'est extraordinaire. Parce qu'on a besoin il y a plein de connaissances que les villes n'ont pas. Puis je comprends qu'avec ce qui est en train de se faire, on va vraiment progresser collectivement d'une façon, je dirais, assez spectaculaire par rapport à l'information qu'on avait. Là, comme dirait Cyrano, j'ai plein d'idées, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet parce que j'ai tout changé mon plan depuis ce matin. Ça fait que, donc, je vous ai dit bonjour. Je voudrais aussi souligner que Mme Marquis-Bissonnette, elle ne le dit jamais, là, mais la nouvelle mairesse a un doctorat sur le rôle des villes en immigration. Des hommes ou des femmes politiques comme elle, ça n'existait pas avant dans le monde municipal. Puis on doit s'en réjouir que la qualité du monde municipal, et je dis ça en tout respect pour les anciens, augmente autant. Ça fait que je veux juste partager mon positivisme de ce côté-là aussi. On l'a dit, inondation, tornade, inondation, pluie diluvienne en 4 ans à Gatineau. Dépendant de comment on calcule, au Québec, on avait entre 30 et 40 des sinistrés en 2017. Là, ça dépend comment on définit sinistré, mais ça a fait très mal. On a perdu la 50 pendant un certain nombre de jours. La 50, c'est une autoroute qui traverse d'est en ouest Gatineau. Il y a un hôpital à Hull, il y a un hôpital à Gatineau. Ils ne font pas la même affaire. Ça fait que quand tu perds le lien, là, c'est dangereux pour le monde. On était assez fiers, un peu chauvin aussi. Je ne suis pas si fier si ça s'applique d'un cas comme ça, mais c'est la MTQ qui a perdu la 50. Et nous, on a sauvé le boulevard Fournier, donc le seul lien est-ouest, la ville a réussi à le sauver. Notamment parce que, puis nous, on a même appelé l'MTQ en disant vous allez le perdre. Parce que nous, on avait de la géomatique qu'eux n'avaient pas. On avait des cartes qu'eux n'avaient pas. Ça fait que si ça se reproduisait aujourd'hui, j'espère qu'eux seraient mieux équipés, mais l'importance des cartes, c'est aussi ça. Tu sais, je veux dire, quand tu gagnes une journée là, parce que tu perds ton autoroute, parce que tu as pu le prévoir, là, ça peut changer beaucoup, ça peut sauver des vies. Une chose qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est qu'on est passé à 10 cm de perdre l'usine de traitement des eaux usées de l'ancien Gatineau. Puis ça, on ne l'a pas dit en situation de crise parce que ça aurait été la panique, parce que je vous laisse imaginer ce que ça fait dans une situation de crise. Là, mais si on perd cette usine-là, c'est la moitié de Gatineau, donc 150 000 personnes, où il y a des eaux brunes qui sont maintenant dans les rues. Il n'y a pas juste l'eau de la rivière des Outaouais, il y a le reste. Donc, ça aurait été une crise majeure de santé publique.
Puis là, les fonctionnaires de Gatineau pourraient en parler mieux que moi, mais ma perception à l'époque, c'est qu'on disait, OK, 10 cm, les probabilités sont très petites parce que 10 cm de la rivière des Outaouais, c'est gigantesque comme quantité d'eau, là, tu sais, c'était pas... mais il reste que la connaissance des conséquences, on le dit-tu, on le dit-tu pas, c'est-tu réaliste? Politiquement, c'est assez dur là, de cacher cette information-là. C'était assez clair que le risque n'était pas... euh, euh, le pourcentage de chance que ça se passe, c'était peut-être pas très grand, mais il reste que... puis donc, on a décidé de ne pas en parler, pour pas énerver le monde pour rien. Mais ce genre de décision-là, en situation de crise, quand tu es équipé, là, c'est tout un autre portrait. On a eu une fausse alerte, je finis mes anecdotes là-dessus aussi. Le centre-ville, à un moment donné, ils viennent me voir et ils me disent on va perdre le ruisseau de la brasserie va déborder, puis on va perdre le centre-ville de l'ancien hall. Ça non plus, on n'a pas parlé trop. Parce que mais ils disent parlez pas parlez-en pas tout de suite, on va se préparer à communiquer, mais on fait des vérifications. Et les gens de la géomatique ont découvert qu'il y avait un barrage qui protégeait le ruisseau de la brasserie. Donc, c'était impossible, en fait, que le ruisseau déborde. Mais le barrage n'était comme pas dans le modèle. Et ça, on aurait énervé bien du monde si on n'avait pas agi de façon sérieuse, diligente avant de communiquer. Tu sais, on s'était énervé. Fait que c'est un autre élément de contenu dans ces cartes-là, moi, qui m'emballe, parce que quand on tient compte de l'ensemble des facteurs, on prend des meilleures décisions. Puis dans ce cas-là, on ne s'énerve pas pour rien. Et je dois dire à ma défense, parce que moi, mon frère habite là, une maison bâtie en 1871 qui n'a pas de sous-sol. Fait que si c'était inondé là, il lui perdait une maison qui est belle, puis qui est vieille, puis tout ça. Et je ne l'ai pas appelé pour l'avertir. Ça, je suis fier de parce que ça, c'est mon on dit souvent la proche des citoyens. Là, je suis là, je vais dire, moi, je peux le faire. Je vais aller vite. La souffrance humaine. Il y a une dame, on ne même pas ce que je voulais dire, elle est mon troisième, dans une grande assemblée publique. Son troisième, ça, c'était son troisième. Elle pouvait revenir, il sortait avec mes sens. Je ne sais pas si elle a perdu absolument de modeste, qui est vraiment peu de choses. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas, elle est aujourd'hui. Mais l'autre dame, elle a perdu la maison, elle avait invité de ses parents, elle est rendue à la maçon parce que c'est juste sur le titre d'appartement qui est capable de se payer, la ville, les mains cher, son quartier, ses amis, les réglages, absolument perdu. Pour les éléments de souffrance, à mon avis, je n'ai pas de documentation, mais selon moi, les combats administratifs à la crise ont posé de détresse. C'est la crise elle-même. Ça, moi, je pourrais le défendre avec plein des anecdotes. Moi, je change le monde avec des filles, il y a quelqu'un qui l'ont fait. Ça, c'est terrible. Les gens sont capables de faire des choix, qui on demande trop soumission, on demande des refus. Ils sont capables de prévoir leur vie économique, parce que leur bien principal est handicapé. C'est l'horreur. Les mots qu'on pouvait trouver, mais les fonctionnaires laissaient eux-mêmes. Ce n'est pas juste les citoyens qu'on laisse à eux-mêmes. Les fonctionnaires qui travaillent dans un cadre, là, puis qui expliquent un cadre à des gens qui disent le cadre, il ne marche pas. Bien, c'est le fonctionnaire qui se fait engueuler. C'est le fonctionnaire qui vit des moments extrêmement difficiles. Puis ça, on l'a vu pendant et après. Pendant, c'est que tu fais une assemblée publique. Moi, celle-là, je n'oublierai jamais, c'est le gouvernement du Québec qui l'organise, plus ou moins en parlant à la ville, puis ils font une consultation, une séance d'information sur le programme existant. Mais la moitié du monde dans la salle veulent parler d'autres choses, là. Ça fait qu'ils se font engueuler, c'est terrible, puis il n'y a aucun politicien dans la salle, sauf 2 élus municipaux. C'est les politiciens du Québec qui auraient dû être là, mais l'Assemblée nationale siégeait. Ça fait que les fonctionnaires ont passé une soirée difficile. Bien, moi, je suis allé en avant pour servir de paratonnerre, mais je ne donnais pas des réponses satisfaisantes. En tout cas, c'était la catastrophe. Ça fait que des fonctionnaires, même après, des fonctionnaires d'urbanisme qui ont des gens désespérés devant eux, qui ne sont pas capables de leur répondre. Parce qu'il y a une moitié des affaires qui se passent à Québec. L'autre chose relève de la science. C'est extrêmement complexe. Puis ce n'est pas des politiciens. C'est qu'ils ne sont pas capables de dire aux citoyens, bien, on va changer le cadre. Nous autres, ils appliquent un cadre. Puis là, je ne les critique pas. C'est leur travail. Fait que ça, des fonctionnaires abandonnés, pour moi, il faut vraiment qu'on y pense parce que le tango ou le trio, là, politicien, science, fonctionnaire, dans le cas des inondations, si les trois ne sont pas là, individuellement, ils sont tous dans le trou. Donc, pour moi, ça, c'est une... Et je termine avec
les enjeux éthiques. Je ne répétais pas ce que monsieur, je pense que c'est Nicolas Milo, qui était là à l'avant, qui était de la CMM. J'ai failli me lever pour aller donner un câlin parce que, parce que les choix de société qu'on doit faire bloquent notre capacité de faire des. Tu sais, on le voit, là, on y va à la pièce. Là. Les gens apprennent dans le journal que les assurances ne paieront peut-être plus. Après ça, ils apprennent dans le journal qu'il y a une nouvelle carte qui fait qu'eux sont en zone inondable. Ils investissent ils veulent protéger leur maison. Ils ne savent pas ce qu'ils sont capables. Hey, ça fait 7 ans que j'ai l'impression que je dis les mêmes affaires. C'est qu'on le prend par bout. Puis là, je ne veux pas être trop négatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais du point de vue du citoyen qui a souffert il y a 7 ans, puis qui regarde ce qui se passe dans le journal, c'est l'enfer. Puis là, je ne parle même pas du citoyen qui, pendant la crise, essaye d'avoir de l'information. Il y en a qui ont changé jusqu'à 5 fois d'agents à Québec qui s'occupaient de leur cas. Ça fait 5 fois que tu expliques que ta vie est en train de s'écrouler. Je veux dire, la cinquième, tu as le goût de te jeter par la fenêtre. Tu sais, je veux dire, on crée de la souffrance. Ça fait qu'il y a des enjeux éthiques sur on les force à s'en aller. Il y a des enjeux que les villes ne sont pas capables de traiter eux-mêmes. On parlait des maisons à 2 millions. Il y a un paquet d'anecdotes, mais il y a aussi la rue Fer à cheval, là, à Masson, là, toutes les pauvres sont partis. Ah, j'arrête. Il ne reste que des riches. Mais là, ça pose 14 questions éthiques. Là. On investit dans cette rue-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les terrains que les gens ont perdus? Si on compense, s'il y a une crise et on envoie une ambulance là, c'est nous autres qui payent ou c'est la personne que. Il y a plein de questions qui se posent, qui sont très valables, qui doivent être traitées pour que les gens agissent et sentent qu'il y a un sens dans l'accès. Sinon, on est bloqué. Je vais finir là-dessus. Je ne sais pas si c'est mon regard. Je pense qu'on est en train de montrer toute la pertinence du risque, hein, parce qu'on est en train de nommer des enjeux qui touchent les différents acteurs. On mobilise la science, les politiciens, les citoyens, citoyennes. Donc, c'est une bonne illustration là, de comment on a besoin de travailler tout le monde ensemble. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours le même vocabulaire, mais c'est dans des journées comme aujourd'hui qu'on avance là-dedans. Alors, j'ai bien hâte d'entendre Mme Bouchard-Bastien, votre contribution à la suite. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'invitation. Je voulais juste préciser d'entrée de jeu, merci d'avoir souligné mon affiliation universitaire en me présentant. J'en suis très fière, mais je suis aussi avant tout conseillère scientifique spécialisée en évaluation des impacts sociaux à l'INSPQ depuis bientôt 12 ans. Donc, ça t'aide aussi, évidemment, mon analyse et mes propos. Mais voilà, ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui à la discussion, c'était de réfléchir en fait aux défis que j'entrevois, que je constate dans la mise en œuvre de la participation citoyenne dans la gestion des inondations au Québec actuellement. Et je me fie beaucoup quand même sur ma recherche doctorale pour amener ces quelques constats que j'ai envie de partager avec vous. Donc, ma recherche, elle n'était pas dans la région de Gatineau, là, c'était le bassin versant de la rivière Sainte-Anne dans la région de la capitale nationale, Mauricie. Et puis, j'ai rencontré notamment 75 riverains en entrevue semi-dirigée. J'ai visité leur terrain, visité leur sous-sol. Puis, j'ai été quand même agréablement surprise de constater que certains riverains et riveraines que j'ai rencontrés se considéraient adaptés aux inondations. Pour toutes sortes de raisons, ils avaient déployé des mesures individuelles, des mesures collectives qui leur permettaient d'avoir très peu de dommages matériels ou même pas du tout. Ils surveillaient aussi différents éléments climatiques, météorologiques pour anticiper la survenue. Évidemment, ils avaient une conscience du risque élevé. C'était donc différents savoirs locaux qui étaient mobilisés. Puis pour avoir finement analyser ces différents savoirs, ces différentes pratiques, bien, je suis quand même arrivée à la conclusion que je trouvais que ces gens-là étaient finalement adaptés à l'incertitude, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'inondation va arriver à la minute près, mais ces gens-là étaient quand même d'anticiper sa survenue. Puis je trouve que c'est une capacité qui est vraiment extraordinaire, qu'on devrait, me semble, mobiliser dans notre gestion des inondations. Puis là, je me demandais pourquoi c'est une réalité qu'on ne voit pas, qui est peut-être cachée, car souvent, le portrait qu'on voit des inondés, des riverains ou des citoyens inondés, c'est des gens qui n'ont pas vu venir l'inondation, qui sont en détresse, qui ont eu beaucoup de dommages matériels, bref, qui sont vulnérables et qui ont besoin d'aide. C'est évidemment une réalité qui existe, mais ce n'est pas que ça, être riverain ou citoyen inondé au Québec. Donc, un des éléments qui m'a peut-être amené à essayer de comprendre pourquoi c'était un petit peu plus caché, bien ça encore là, c'est vraiment des observations que j'ai pu constater sur mon terrain de recherche.
j'ai vraiment constaté une prédominance de la gestion aléa-centrée des inondations. Donc, dans le cas que j'étudiais, il y avait notamment des ingénieurs, des hydrogéomorphologues, des spécialistes des glaces qui avaient vraiment beaucoup de pouvoir et d'écoute auprès des autorités, beaucoup d'argent aussi. Donc, c'est eux vraiment qui avaient la latitude d'identifier le problème et de ce fait les solutions. Donc, ils avaient une vision que la rivière avait besoin de maintenance, donc il fallait faire des travaux de dragage, barrage, digue et tout. Mais c'est pour ça que j'appelle ça une gestion aléacentrique, parce que c'est une vision où on dirait que les individus, les communautés sont comme passives, alors que dans les faits, c'est pas ça du tout. Un individu, une société, c'est toujours en réaction, même en interrelation avec son environnement qui change. Mais ça fait comme pas partie de l'équation. Puis le problème, en fait, de cette vision avec la participation citoyenne, c'est que vous pouvez imaginer quand il y avait des séances de consultation et que ces experts, en fait, ces déteneurs de l'expertise étaient présents, bien forcément, il y a une hiérarchisation dans les savoirs. Donc, c'est difficile pour un citoyen de s'exprimer sur sa réalité, sur ses constats, parce il n'a pas raison. Donc, c'est pour ça que ça amène un blocage. Puis malheureusement, ben, je pense qu'on peut un peu le percevoir, cette dynamique-là, dans les efforts de cartographie. On l'a mentionné tout à l'heure. Bon, j'étais contente d'entendre la CMM qui avait un comité rivière pour peut-être amener un petit peu de rétroaction citoyenne dans ces efforts-là. Vous avez parlé aussi dans les grandes villes, mais on le sait que c'est pas partout, notamment le témoignage de Madame à Grand Remous. C'est quelque chose que j'entendais aussi de dire, voyons donc, cette carte-là, il y a des erreurs, puis on dirait qu'il n'y a pas de mécanisme de rétroaction pour que ce savoir local-là se transpose dans les cartes. Évidemment, tout l'aspect expropriation aussi, bon, c'est surtout une perspective de santé publique. Les expropriations, ça ne devrait pas être une solution, mais plutôt un dernier recours parce que ça a beaucoup d'impacts psychologiques et sociaux négatifs. Mais dans les faits, c'est ça, on voit que c'est une perte de pouvoir pour les gens qui doivent subir cette expropriation-là, une perte de pouvoir sur leur environnement, sur leur avenir. Donc, quand on parle de participation citoyenne, hein, je le rappelle, c'est dans la perspective acceptabilité sociale, on veut un peu égaliser les savoirs et les pouvoirs. Donc, c'est pour ça que là, ça fait des petits blocages. Je voulais amener peut-être rapidement un deuxième point aussi que j'observais, c'était tout ce qui est la tendance assez lourde au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi, de l'institutionnalisation de la participation citoyenne. Puis on peut comprendre pourquoi, là, quand on se rend compte que c'est important la participation citoyenne, pourquoi pas la mettre dans une loi, un règlement, un plan, un programme. Mais en fait, le risque avec cette tendance-là, c'est qu'on peut co-construire une solution qui va être ancrée localement, mais après, on peut avoir le réflexe de la diffuser, de l'élargir à grande échelle. Et c'est là où on va tomber à plat parce qu'on ne pourra pas prendre en compte la pluralité des réalités des riverains et des citoyens. Il y a quand même, c'est ça, cette tendance-là que j'observe aussi au Québec, notamment rapidement, il y a une très belle initiative du ministère de la Sécurité publique pour institutionnaliser les repères de crues. Madame ce matin, Trudel, je pense, en parlait, pensais pas qu'il y en avait, mais je vous annonce qu'à Saint-Raymond, une des municipalités que j'ai étudiées, il y a eu une mobilisation donc d'un comité. Ils ont eu envie d'avoir des repères de crues. Puis le MSP a voulu les financer et aimerait refaire cette idée-là dans d'autres collectivités, ce qui est très intéressant. Mais il ne faut pas copier le modèle de Saint-Raymond. Il faudra avoir la flexibilité de voir localement comment vous voulez commémorer les inondations. Puis ça ne sera peut-être pas à l'aide de petites pastilles de manière uniforme comme on retrouve aussi en France depuis 25 ans. Puis il y a de la littérature sur le sujet que c'est déjà, il y a des petits écueils là, à cette institutionnalisation-là. Puis, ben, il y a l'aspect aussi des bureaux de projet, hein. Vous savez, les bureaux de projet du MAMACH ont quand même le mandat de faire de la concertation avec les gens touchés par les inondations. Bon, dans les règles de l'art de la participation, on ne peut pas vraiment obliger un groupe à faire de la concertation sur un thème X. Vous pouvez facilement imaginer que les municipalités en ont beaucoup à gérer des enjeux, puis ça ne sera peut-être pas les inondations la priorité. Donc, de forcer un petit peu le thème, c'est sûr que ça va être des enjeux pour nos collègues du MAMACH parce qu'il y a certaines collectivités qui seront juste démobilisées, ils n'auront pas l'intérêt de faire de la concertation sur le thème des inondations. Donc, peut-être rapidement, quelques pistes d'action quand même. Je pense qu'on l'a un petit peu évoqué ce matin, mais je pense vraiment que ça serait fort pertinent de mettre des mécanismes de rétroaction quand on parle de la cartographie pour que ça devienne vraiment un outil d'adaptation et non pas juste de gestion du territoire, puis qu'elle devienne vivante. On l'a bien dit, c'est dynamique une carte. Donc, s'il y aurait cette peut-être rétroaction-là avec les savoirs locaux, ça serait vraiment judicieux. Puis pour les expropriations, j'aurais quand même aussi envie de souligner, si vous devez aller vers ça, mais essayez peut-être d'être flexible avec les citoyens et citoyennes concernés. Il y en a peut-être qui vont être prêts à partir seulement dans 5 ans, seulement dans 10 ans.
Puis à l'heure actuelle, ils sont prêts à cohabiter avec la montée des eaux. Donc, je pense que ça serait intéressant aussi important de les accompagner là-dedans. Donc, voilà. Merci beaucoup. Très riche aussi comme contenu. J'avais envie d'imposer mes questions parce que j'en ai plein, mais je voyais les panélistes prendre des notes. Alors, je vais plutôt les laisser s'exprimer. Ce que je vous propose, c'est peut-être un tour de table en prenant quelques minutes chacun pour réagir à un point ou l'autre que vous avez trouvé intéressant et on viendra aux questions de la salle ensuite. Sophie, est-ce que tu veux? Oui, d'accord. Alors, Mario? Ben, moi, le point que je voulais amener autour de la question de l'acceptabilité sociale, c'est que je pense qu'on a parcouru un grand bout de chemin maintenant en revoyant la cartographie, en revoyant le cadre réglementaire qui va bientôt être applicable. Sauf que, si on prend l'exemple de Gatineau, on a consulté en 2019 pour demander aux citoyens comment ils voyaient les choses, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Et ce qu'on a vu, c'est souvent des solutions plutôt individuelles dans ces consultations-là. Je veux rehausser mon terrain, je veux pouvoir immuniser mon bâtiment, j'aimerais qu'on soulève la route, bon, etc. C'est ce qu'on a vu dans les consultations publiques. Et là, depuis 2019, on ne les entend plus, on ne va plus les voir. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on est en train d'envisager avec différents comités sur lesquels j'ai participé, mais les solutions qui sont territoriales, hein, qui sont sur les grands secteurs qui ont été affectés. Monsieur le maire parlait du secteur du fer à cheval, par exemple, qui a une problématique bien particulière. Et là, de quoi on discute? C'est des solutions qui combinent des grands moyens comme des digues, des barrages, etc., mais qui combinent à ça euh, beaucoup d'expropriation, hein. Et dans certains scénarios, c'est des secteurs où on peut parler de 200 résidences à relocaliser, ainsi de suite. Mais on fait tout ça à l'heure actuelle en vase clos, hein. Alors qu'il y a à peu près 5 ans, on a demandé aux gens ce qu'ils voyaient comme solution. Et peut-être que j'ai été un peu rapide en disant que c'était des solutions uniquement individuelles. Il y a eu des discussions qui étaient plus de portée collective à l'échelle territoriale. Et à mon sens, il est vraiment urgent d'entrer dans cette discussion. On a évoqué là, que les secteurs vulnérables, finalement, on est parti d'une situation où on disait ben, je suis à l'extérieur de la zone 20 ans, hein, je suis correct, à une situation où des gens qui étaient à l'extérieur de la zone 100 ans sont maintenant dans la zone inondable. Donc, il faut se donner les moyens d'avoir une discussion collective à l'échelle des quartiers vulnérables. Dans le cas de Gatineau, on parle d'au moins 4 ou 5 quartiers qui se retrouveront dans les secteurs là, à risque très élevé. Mais on a d'autres secteurs qui sont aussi affectés de façon considérable. Et donc, il est plus qu'urgent d'avoir une discussion, d'avoir une discussion sur comment bâtir l'acceptabilité sociale pour ces secteurs affectés, pour les solutions qu'on va mettre de l'avant. Et à mon sens, ben, cette discussion-là doit permettre d'avoir une discussion sur les options, sur les différentes options, doit permettre des modalités de participation publique. Et là, on ne part pas de zéro au Québec. On en a des dispositifs qui sont plus institutionnalisés, on a des dispositifs qui sont plus informels, mais on a besoin d'y travailler et de commencer à mettre en place ces solutions-là. Donc, un appel à discuter, même autour des cartes, mais on croit comprendre que c'est pas facile. Ça ne va pas de soi. Monsieur Penneau-Jobin? Je pense que plus on s'éloigne de la crise, plus la ville, ou en tout cas les institutions, mais pour moi c'est la ville, là, doit s'en mêler, c'est-à-dire doit encadrer la discussion, doit informer, mobiliser, parce que les gens sont tannés d'en entendre parler, ils ont souffert en masse. Je parlais à Myriam Nadeau, conseillère municipale de Pointe-Gatineau hier, qui, elle, a gagné le prix de la relève municipale en pleine inondation et pour aller le chercher parce qu'elle travaillait comme une bonne conseillère.
Et elle en a payé le prix parce que c'est assez épuisant. Ben, elle a dit qu'en 2017, ils ont organisé plein d'affaires pour, ils ont fait des photos, elle investit avec son discrétionnaire pour aménager un petit peu, s'assurer que le gazon soit tondu, essayer de guérir un peu le quartier. 2019 arrive, une partie du comité qui faisait ça est inondée puis déménage parce que ça fait qu'elle dit aujourd'hui, on est 5, puis elle m'a donné leur nom, de gens qui, dans Pointe-Gatineau, font des activités pour essayer de guérir un peu le quartier. Ça fait que là, on est 7 ans plus tard, ils sont tous fatigués. Tu sais, Myriam, va avoir 85 ans, elle va encore faire ça, mais c'est des exceptions. Donc, il faut qu'il y ait un appui de la ville parce que la souffrance reste, les questions restent, ils ne savent pas ce qui se passe. Puis, ils font des choses à leur échelle. J'avais toute une liste à vous donner, c'est vraiment intéressant. Là. Ils ont fait des bancs, un jeu d'échecs, des choses pour que les gens se réapproprient un peu le quartier et ont l'impression d'y vivre encore. Ça fait que plus on s'éloigne de la crise, moi, il me semble que plus les villes doivent se donner des outils de communication constante avec les gens parce qu'à un moment donné, les gens, ils n'en peuvent plus. Je donne une dernière petite anecdote. Moi, je veux qu'on n'oublie jamais ça. J'espère que ça va être dans des recherches, dans des livres d'histoire, partout. C'est que les inondations ont lieu au printemps. L'élection va avoir lieu en novembre. Donc, on est en année électorale. Et il y a un concessionnaire qui veut s'installer en zone inondable dans Pointe-Gatineau, à quelque chose comme 200 mètres de l'œil de la tornade, là, de l'endroit le plus intense. Et je vous passe les détails, mais en gros, la ville demandait à Québec de pouvoir le permettre. Fait que c'était pas vraiment notre décision, c'était la leur, mais on demandait. Moi, j'ai dit, on ne demande pas ça, là. Voyons donc, c'est comme l'endroit où l'eau doit aller, c'est là. Puis en plus, symboliquement, c'est un concessionnaire. Bon, ben, on a perdu le vote parce qu'on est en période électorale, parce que les gens voulaient peindre Action Gatineau en disant, vous êtes les anti-développement. C'est juste la dynamique électorale qui a fonctionné. Mais il reste qu'on a perdu le vote. Là, on est même pas 6 mois après la crise. 4000 sinistrés, des gens qui perdaient tout, puis on est à 200 mètres de gens qui ont tout perdu. C'est la honte absolue comme vote. L'élection a lieu, on rend public le fait que le concessionnaire il avait détruit des milieux humides, ça le discrédite un peu, on finit par gagner le deuxième vote. Mais le fait que ce vote-là est une tâche, mais ça, il ne faut jamais qu'on oublie ça. Faire confiance puis là, ça me fait mal de dire ça, mais je crois dans l'autonomie municipale, là, mais faire confiance aux gens localement, dans certains cas, c'est pas bon. Ça prend des règles nationales qui sont des garde-fous. Puis cette affaire-là de concessionnaire, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Merci pour l'anecdote. Madame Bouchard-Bastien? Merci. Mais vous faites bien, Monsieur Penneau-Jobin, de signaler la contribution importante des municipalités. Je pense que les élus et les fonctionnaires municipaux en ont beaucoup sur les épaules. C'est eux qui reçoivent justement les préoccupations, les craintes notamment des citoyens. Ils sont de front. Par ailleurs, je sais que dans les municipalités un petit peu plus de petite taille, ça doit être vraiment un fardeau trop lourd à porter. C'est des beaux exemples à Gatineau, mais je pense que vous avez quand même aussi un peu les moyens de vos ambitions. Donc, je voulais quand même amener cet élément-là qui est important, puis peut-être d'élargir justement le spectre d'acteurs qui peut contribuer. Je pense notamment aux organismes de bassin versant qui sont des alliés incroyables, qui connaissent bien différents acteurs du milieu, qui peuvent être mobilisés. Puis bon, chaque collectivité a ses propres dynamiques, ses propres acteurs. Donc, ça revient un petit peu à l'importance de la participation citoyenne. Il y a toutes sortes d'inondations, il y a toutes sortes de façons de les vivre. Il y a toutes sortes de façons de s'adapter aussi pour pouvoir les identifier. Il faut mobiliser les forces aussi et les capacités locales. Merci beaucoup. Madame Vanessa va rajouter un petit mot. Ensuite, on vous laisse la parole. Oui, juste pour rebondir, je ne sais pas si ça fonctionne, mais après, je vous laisse la salle. Mais pour moi, quand on dit plus de discussion, ce n'est pas seulement plus de discussion, mais c'est justement en termes d'appui aux citoyens et citoyennes, c'est vraiment les soutenir pour qu'ils s'impliquent dans leur milieu pour faire valoir leur expérience. Donc, les citoyens, les groupes communautaires sur le territoire, comme c'est eux qui, sur le long terme, c'est les municipalités, oui, mais il y a toujours des cracks partout. Puis fait que c'est pas juste, il y a discuter pour faire des choix ensemble. Puis c'est pour ça que quand je parlais il y a des grandes instances de consultation, concertation où on fait des choix pour avoir des solutions territoriales.
Mais reste qu'il y a des personnes qui sont plus affectées, qui sont plus marginalisées, qui ne se rendent pas dans ces espaces-là. Puis il faut trouver des moyens de les entendre c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi les ressorts, c'est quoi les groupes qui les soutiennent, puis soutenir. C'est ça aussi le soutien long terme, l'accompagnement des citoyens. C'est pas seulement de discuter pour faire les bons choix, c'est aussi de soutenir dans les milieux de vie. Puis ça, c'est une autre façon de voir l'action communautaire, l'action citoyenne. Tu sais, je pense qu'on n'est pas vraiment là encore. Merci beaucoup. Je cherchais Marie-Hélène, là, qui travaille avec nous aujourd'hui, qui est un organisme communautaire qui accueille le CVQVG, qui accueille les personnes sinistrées au moment des inondations. Puis elle peut dire à telle adresse, il y a telle affaire, tu sais, des gens de proximité là, qu'il faut vraiment impliquer. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions pour nos panélistes pour les quelques minutes, les 15 minutes qui nous restent? Daniel. Je voudrais m'adresser à monsieur le ex-maire, dans le fond, pour vous dire que le Mais risque... présente-toi, Daniel, s'il te plaît. Ben, Merci. Daniel Maltais, Université du Québec à Chicoutimi. Je viens de vous dire que le risque, on est à l'avant de tout le monde parce qu'il y a un rapport de recherche qui vient de sortir au risque et sur le site qui s'appelle Impact et coûts indirects des stresseurs secondaires sur la santé bio-psychosociale des sinistrés des inondations de 2019. Donc, si vous voulez connaître les stresseurs secondaires primaires que les sinistrés vivent, puis c'est quoi leur impact sur leur santé bio-psychosociale, je vous invite à lire ces documents-là. Il y avait un document de 8 pages, un document de 25 pages, un rapport synthèse de 25 pages, des fiches synthèse, plus un rapport de 190 pages qui parle de ça, dans le fond, du questionnement que vous avez par rapport aux stresseurs et aux impacts que ça a sur les sinistrés. Excellent. Pour moi, c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire que ça se rentre dans les villes. Parce que ce que ça fait, ça, entre autres, c'est que ça nous aide de façon assez puissante à convaincre des gens d'agir, tu sais, des politiciens qui ont encore les deux pieds sur la bavette du poil. Là. Ça fait que quand on est capable de documenter la souffrance comme ça, puis les impacts réels, là, ben, je ne pense pas que tu votes pour un concessionnaire en zone inondable quand tu es conscient de ça. Fait que merci de ce travail-là. Je vois tout le potentiel des antennes régionales où est-ce qu'on va pouvoir justement échanger, transférer les connaissances aux politiciens, aux élus que vous interpellez. Vous vouliez poser une question? Oui, bonjour, Alexandre Gagnon d'Ouranos. Je trouvais ça vraiment intéressant, vos commentaires sur le fait de partager les expériences entre leaders, citoyens. On parle, c'est ça, de citoyens qui peuvent être résilients, qui ont une expertise, qui ont une expérience. Donc, on sait, par exemple, que ces dernières années, c'est ça, on voit que les scientifiques se rassemblent entre eux, ils partagent leur expérience dans des comités. Les villes se rassemblent de plus en plus dans des événements. Est-ce que vous auriez des modèles ou des façons de faire pour, par exemple, mettre en relation des citoyens de partout au Québec qui pourraient s'échanger des trucs ou des expertises pour se rendre mutuellement plus résilients? Donc, plus un modèle, puis je pense que ce serait quelque chose à pousser. Merci pour votre question. Est-ce que vous êtes présenté? Oui, Alexandre Gagnon, Ouranos. Merci. J'ai été distraite un moment. Quelqu'un veut répondre? Oui, je peux commencer à répondre. En fait, vous serez sûrement déçus, mais il n'y a pas de recette. Mais effectivement, je pense que il y a des règles de l'art, en fait, qui existent là, dans la littérature scientifique et sociotechnique sur la participation citoyenne pour que ça fonctionne. Tu sais, tout ce qui est enjeu de représentativité, à quelle échelle on l'a fait, dans quel lieu, à quel moment. Donc, ça, c'est vraiment de la littérature, en fait, sur laquelle on peut se baser pour pouvoir construire un bel espace de participation citoyenne et tendre vers quelque chose qui va justement fonctionner, non pas créer des nouvelles inégalités ou de la maladaptation, parce que la participation citoyenne, il ne faut pas non plus la faire à tout prix de n'importe quelle façon. Il peut avoir des conséquences négatives aussi, notamment quand ça amène nulle part. Et, les gens, ils s'investissent, puis ils donnent de leur temps, donc il faut qu'ils sentent qu'ils ont justement du pouvoir et qu'ils sont écoutés. Mais écoutez, c'est sûr que moi, je serais très heureuse de voir ce genre d'initiative-là, mais c'est ça, je ne pourrais pas vous dire une recette. Je pense que ça serait de multiplier, en fait, les canaux le plus possible pour rejoindre le plus de monde possible. Vous êtes chanceux, vous avez beaucoup d'experts devant vous, donc Mme Valnès va nous amener aussi son point de vue.
Oui, ben, en fait, à Montréal, ça se discute de mettre en place un collectif résilience. Ça vient des organismes communautaires, la coalition des tables de quartier, des associations citoyennes aussi. Il y a une alliance avec la santé publique, la Ville de Montréal, puis il y a vraiment un intérêt, puis ça vient. Puis là, c'est pas tant la participation citoyenne comme on l'entend souvent des pouvoirs publics qui mettent en place un espace pour les citoyens, mais c'est en fait des espaces citoyens et communautaires qui veulent, tu sais, c'est un espace de soutien mutuel, mais aussi après de revendication, puis OK, de quoi on a besoin comme soutien des pouvoirs publics. Donc là, c'est quand même naissant comme initiative, mais je pense que en tout cas, dans la région montréalaise, ça se parle quand même beaucoup, là, comment est-ce qu'on se réorganise, puis comment est-ce qu'en fait, on prend acte que le soutien aux populations qui sont en situation de vulnérabilité est de plus en plus difficile avec les aléas climatiques. C'est-à-dire, oui, il y a les inondations de ruissellement à Montréal, les inondations générales, il y a la chaleur accabante, etc., etc. Ça fait que, en fait, c'est une couche de plus qui s'ajoute à toutes les inégalités existantes. Donc, dans cet esprit-là, il y a des collectifs qui se créent, il y a cette initiative, mais il y a déjà, en fait, des espaces citoyens. Quand je parlais du groupe Facebook, il y a des espaces qui se créent et qu'on ne voit pas, qui sont un peu opaques, et d'où l'intérêt, en fait, d'essayer d'y porter attention, pour voir qu'est-ce qui se dit dans ces espaces-là. Puis des fois, c'est des formes de soutien mutuel incroyables. Des fois, c'est des formes il y a tellement une perte de confiance en l'État qu'on voit là, en fait, que là, il commence à décrédibiliser les signatures de verdissement, mais il faut porter attention à ces espaces-là, je pense, parce qu'ils nous disent c'est un peu un coup de ce qui se passe dans les milieux. Donc, moi, je dirais que, en tout cas, il y a des initiatives déjà à l'échelle micro-locale, mais l'idée de rassembler les forces puis de créer des espaces de soutien, ça se développe aussi, là. Puis moi, je pense que ça peut passer en partie par les réseaux communautaires, mais qui devraient être mieux financés. Les deux autres collègues voudraient aussi ajouter leur point de vue. Donc, Mario. Oui. Comment? On a une vaste expérience au Québec quand même, puis assez innovante en matière d'institutionnalisation des pratiques participatives. Là, on pense au Bureau d'audience publique sur l'environnement avec 45 ans maintenant. L'Office de consultation publique de Montréal qui a 20 quelques années maintenant. Un office de participation publique à Longueuil qui a été créé, puis d'autres villes sont à formaliser ces espaces-là. Et un des grands constats que la recherche a conduit, c'est que la force de ces institutions, c'est l'articulation à la décision. Dans ces instances-là, on peut appeler ça des organismes dédiés à la participation publique. On donne les moyens pour que la participation publique soit articulée à la décision ou à l'action et ça se traduit par des avis, des recommandations qui ne sont pas tous intégrés, mais qui font cheminer les projets. Ça, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces acquis-là. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce sont les espaces institutionnalisés basés sur la consultation publique. Donc, les citoyens ont une incidence sur la décision, ils influencent la décision. Mais dans les cas qui nous préoccupent, dont les quartiers vulnérables, dont il faut agir et développer des solutions, je pense qu'il faut aller vers un modèle plus de gestion intégrée. L'idée, en gros, c'est que collectivement, on s'entende sur la définition des problèmes sur le territoire et collectivement, on cherche à s'entendre sur les solutions à ce problème-là. Et là, c'est comme si on a peur de faire ça. Dans le cas des quartiers vulnérables à Gatineau, on a un rapport là, qui explore les options possibles, qui dort sur une tablette. Les fonctionnaires ont peur de sortir, les élus actuels ont peur d'en discuter. Et puis, on va attendre une autre version du rapport dans 2-3 ans, ou peut-être au mieux cette année. Moi, je pense qu'il faut accepter d'entrer. Alors, il ne faut pas perdre, on parlait de règles de l'art. Une des premières règles, c'est que la consultation ne soit pas bidon, donc qu'elle soit articulée à la décision. Première condition. Mais on peut explorer des mécanismes participatifs qui sont plus multi-stakeholders, mais qui sont bien ancrés aussi à l'action publique là, qui doit être déployée pour répondre aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Et dans ce sens-là, toutes les initiatives dont vous parlez, pour soutenir les citoyens. Alors moi, je comprends mal, on les invite là, sur le coup après l'inondation en 2019 à venir dire c'est quoi les solutions qu'ils envisagent.
Et puis là, on prend ça, puis on renvoie ça à des experts. Moi, je pense qu'on se trompe un peu, là. Il faudrait avoir un processus plus continu, plus permanent. Merci, Mario. Monsieur Fenner-Jobin. Et ça s'éloigne un peu de votre question, mais ça continue la discussion là. Pour moi, il faut se rappeler toujours de l'immense avantage des villes. Les villes, là, je le répète, mais on est proche des gens, on est proche des sinistrés, on est proche de ceux qui ont de la misère, on est proche de ceux qui les ont aidés. Donc, on a une connaissance assez fine, même des programmes gouvernementaux qui ne sont pas les nôtres. On a eu des grandes victoires, nous, en argumentant avec Québec, pas en faisant de la politique puis en appelant les alliés qu'on avait, mais en étant hyper concret. Je suis arrivé à une réunion à Québec, il y avait des maires, des maires, des experts, puis un citoyen que j'avais amené parce que M. Papineau, c'était le meilleur. Il connaissait par cœur les programmes d'aide, les failles des programmes d'aide, puis avec nos fonctionnaires à nous, qui étaient souvent les meilleurs aussi, parce qu'il avait parlé à tellement de citoyens qui étaient hyper branchés sur la réalité concrète de ce que le monde vivait, ce qui fait que le gouvernement, qui aime le maire ou qui ne l'aime pas, peu importe, ils sont devant de l'hyper concret. C'est pour ça que la relation avec la science et les villes, c'est comme le meilleur cheval pour la course, à mon avis. Parce qu'ils sont tellement proches de la réalité que si on les aide, si on les rend choses, si les villes ont des liens permanents avec les citoyens, moi je suis tout à fait d'accord, là, des fois tu leur parles pendant une crise, après tu les oublies, les villes sont pas parfaites non plus, mais si on fait ça, on se donne un outil d'action extrêmement puissant, puis l'outil, ça ne sera certainement pas le fédéral, puis ça ne sera pas Québec. Il faut que ça soit l'institution locale qui connaît la vraie vie le mieux. Donc, si elles améliorent leur pratique, on aide tout le monde, puis on prend des bien meilleures décisions. Brièvement, Mario. Juste dire aussi qu'on a vu dans les 20 dernières années un nouveau métier émerger, là, que nous, on appelle un peu les nouveaux professionnels de la participation publique. Donc, il y a un métier qui se crée, qui se forme et qui peut être intégré assez facilement à des professions comme celle d'urbanisme, d'aménagiste, qui peuvent être intégrés dans le travail social, etc. Là, je pense qu'on en est là. C'est-à-dire que pour faire l'accompagnement, il faut être capable aussi de mobiliser cette expertise. Dans toutes les universités, on en forme des gens qui sont capables d'intervenir en matière de participation. Merci beaucoup, Mario. Alex, ça a bien répondu. Merci beaucoup. On aurait une dernière question qu'on va prendre en ligne, malheureusement. Soyez là cet après-midi, on va poursuivre la discussion. On va prendre une question en ligne. Je vais demander aux panélistes d'être brefs sur leurs réponses parce qu'ensuite, on ira dire. Merci. Alors, c'est une question de Mme Ariane Hamel. Le point apporté par Mme Bouchard-Bastien sur la résilience développée par les personnes inondées et leur perception de s'être adaptées aux inondations rejoint aussi les résultats de mon mémoire. Je suis aussi sous l'impression que ces données sont absentes des réflexions factuelles. Comment alors s'assurer d'investir d'un point de vue social les réflexions actuelles entourant les changements réglementaires et amener d'autres perspectives que celles aléacentrées? Merci pour votre question. Elle est importante, elle est complexe aussi. Je pense que, d'une part, il y a vraiment comme plein de réponses, là. Un des éléments que j'aurais envie peut-être de souhaiter, c'est des souhaits, qu'on soit capable en tant que société de mettre en place des mécanismes pour donner plus de place à ces personnes-là, puis qu'on puisse vraiment utiliser ces capacités-là qui sont déjà existantes. Je ne veux vraiment pas minimiser toute la détresse qui est vécue par certains citoyens et citoyennes, mais je le répète, c'est hétérogène le portrait des riverains, des riveraines et des citoyens. Donc, j'espère qu'on va être capable d'utiliser cette force-là. Puis, bon, il y a l'aspect, là, on tombe plus dans le politique, mais je ne suis pas la première qui le dit, mais j'ai l'impression quand même que c'est payant politiquement de faire des barrages, des digues. Ça montre qu'on passe à l'action beaucoup plus qu'une table de concertation dans un sous-sol d'église. Et peut-être que ce serait important de revaloriser cette force-là du social, puis à quel point ça peut nous permettre justement de mieux s'adapter. Très intéressant. Merci. Quelqu'un d'autre? Brièvement.
Je pense qu'il y a du transfert de connaissances à faire parce qu'il y a beaucoup de recherches qui existent déjà, mais peut-être qu'on ne les connaît pas suffisamment. Et puis, moi, je vois dans les méthodologies de transfert de connaissances des possibilités de faire en sorte que les recherches menées en sciences sociales sur le sujet, je pense entre autres les travaux qui ont été faits sur les relocalisations. Alors, on n'est pas démunis devant ça. Les relocalisations, c'est étudié depuis 40-50 ans. On est capable de tirer des enseignements de ça et puis de transférer cette information-là auprès des décideurs, des multi-stakeholders. Moi, je vais tricher, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée. Je vais juste dire, parce que c'est un de mes dadas, puis on en aura parlé, mais si on ne réforme pas la fiscalité municipale, là, on a un handicap gigantesque parce que les villes vont chercher tout le temps tout ce qu'il faut pour rentabiliser leur budget. C'est normal, ils font ça. Donc, ils vont vouloir construire partout. Puis ils vont étirer l'élastique autant qu'on peut. Mais il semble que ça, là, c'est comme une espèce de débat parallèle qui est fondamental dans l'enjeu des inondations pour deux raisons. Parce qu'ils n'ont pas toujours des bons réflexes, mais aussi parce que c'est leur fiscalité fondamentale qui est attaquée. Là. Quand tu perds 10 de tes buildings, de tes édifices, tu as perdu une grande partie de ton budget. Ce n'est pas juste des gens qui veulent faire d'étalement urbain, c'est des gens qui disent « j'ai plus d'argent pour payer mes pompiers ». Fait que la fiscalité, là, quand je dis qu'on y va à la pièce, là, ça, c'en est un élément qu'on met de côté, mais qui est central pour l'avenir. Merci pour cette autre piste de réflexion. Il y a toujours une certaine frustration d'essayer de rentrer dans le temps, puis on veut entendre beaucoup de gens, puis en même temps, on voudrait les entendre plus longtemps. Donc, je vous remercie beaucoup là, de votre patience par rapport à cette table ronde qui, pour moi, a été très riche. En fait, déjà, il y a des liens qui se font avec ce qu'on a entendu ce matin. On voit qu'on fait face à un défi de taille. On a autant besoin d'une science qui nous cartographie les risques pour mieux comprendre ce qui se passe, mais on a besoin, de faire le lien avec les citoyens, avec les élus. Donc, c'est vraiment un mouvement social, là, une décision sociale, une discussion sociale, en fait, qui devrait continuer, je ne veux pas dire commencer. Donc, comme je disais tantôt à monsieur qui voulait poser une question, on a une autre table ronde cet après-midi, puis on a une dernière table ronde cet après-midi qui va nous permettre aussi de poursuivre les discussions. Alors, je veux remercier sincèrement pour la richesse de vos réflexions. Madame Sophie Vanesse, Mario Gauthier, Maxime Penneau-Jobin et Emmanuel Bouchard-Bastien. Merci beaucoup.